Qui sera le prochain pape? C'est la question que tout le monde se pose. Je suis doctorant en histoire des religions et aujourd'hui, je vous explique les dessous du conclave. Le conclave va commencer ce mercredi 7 mai. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans vont pouvoir participer au vote. Cela fait 133 en tout, un nombre historique. Il faut dire que François a créé beaucoup de cardinaux, ce qui n'est pas sans créer quelques problèmes de logistique. Il est allé au-delà de la limite autorisée par le droit canon. Pour être élu pape, il faut obtenir 2/3 des voix. Cela fait 87 cardinaux qui doivent voter pour le candidat. Bon, mais alors quels sont les camps en présence? Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de parti politique, donc c'est assez difficile de le dire. Mais la presse internationale a essayé de faire des classements. On a d'abord les progressistes avec 17 cardinaux. Ils sont pour l'inclusion des personnes LGBT dans l'église, ils sont pour le diaconat féminin, voire même pour l'ordination des femmes prêtres. On a ensuite les progressistes modérés avec 45 cardinaux. Eux, ils sont engagés sur les questions sociales et aussi sur la réforme de l'église, mais peut-être un petit peu plus nuancés sur certaines questions de mœurs. Viennent ensuite des cardinaux que l'on peut estimer être centristes ou équilibristes. Ils essaient justement de faire le point d'équilibre entre les réformistes et les conservateurs. On dénombre 25 de ces cardinaux. Viennent ensuite 47 cardinaux conservateurs qui sont critiques des réformes initiées par le pape François. Et puis enfin viennent les fameux traditionalistes qui sont 4 seulement, dont le fameux cardinal Sarah, mais qui a dans les faits très peu de chances d'être élu. Comme on le voit, son poids est assez faible dans le conclave. Donc au total, si on agglomère les camps, ça ferait 62 réformateurs, 51 conservateurs et 25 centristes. On le voit donc, les réformistes sont en tête, mais ça ne va pas suffire pour obtenir les 3/4 du conclave. La seule façon d'obtenir les 3/4 du conclave, c'est d'avoir une figure de consensus qui émerge. Mais de toute façon, les chiffres que je viens de vous donner, ils doivent être pris avec de grosses pincettes. Ça reste quelque chose de très approximatif. Ces groupes-là, ils ne sont pas homogènes. Il y a des conservateurs qui sont très sensibles à la question de la pauvreté et de la migration. Il y a des réformateurs qui sont pas très chauds pour avancer sur les questions LGBT. Et puis il y a des amitiés interpersonnelles qui jouent aussi dans la balance, ainsi que des questions d'alliance géographique. Le mode de scrutin lui-même, il favorise les surprises. Les favoris du premier tour sont souvent éliminés quand on arrive dans une situation de blocage au profit d'un outsider qui permet de faire du rassemblement. Alors qui va être élu? Comme je le disais, il faudra une figure de consensus, donc je pense qu'à ce jeu-là, le cardinal Parolin, qui est secrétaire d'État du Saint-Siège et qui a toujours essayé de faire l'équilibre entre les différentes mouvances, je pense qu'il a une longueur d'avance. Mais je pense que ce sera un pape non européen. Et je pense pas que ce sera le cardinal ghanéen Turkson qui est trop conservateur sur les questions de mœurs au point que ça peut en être clivant. Je pense pas non plus que ce sera le cardinal philippin Taglé qui lui est trop progressiste sur les mœurs au point que ça puisse en être clivant. Donc je pense que ce sera un outsider non européen qui sera aligné sur les positions de François sur les questions de pauvreté et de migration, mais qui sera plus conservateur sur les questions de mœurs. Rendez-vous après l'élection pour l'analyse du nouveau pape. Et en attendant, si l'histoire et si l'actualité des religions vous intéressent, le tout avec un angle non confessionnel et laïque, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous!